Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. Qui n'a jamais rêvé de partir vivre au soleil pour ouvrir sa propre maison d'hôte ? Repartir de zéro dans une nouvelle ville en famille pour un projet entrepreneurial, mais surtout un projet de vie. Eh bien, Léa et Thomas l'ont fait. Il y a plus de 4 ans, Léa et son conjoint Thomas décident de quitter la grisaille parisienne et leur quotidien pour ouvrir leur propre maison d'hôte dans le sud de la France. Ils ouvrent dans un premier temps la Pinède, une chambre d'hôte indépendante collée à leur maison. Après 2 ans, Léa et Thomas voient leur projet grandir et décident d'ouvrir cette fois-ci une maison d'hôte à La Ciotat, maison Acacia. Dans cet épisode, Léa nous raconte les grandes étapes de construction et réalisation de leur projet, pourquoi concilier vie de famille et projet entrepreneurial était essentiel pour ce couple de créatifs, et nous parle avec sincérité des dessous de maison Acacia. Avant de lancer l'épisode, si vous aimez Caféine et que vous souhaitez m'aider à le faire grandir, alors parlez-en, partagez-le autour de vous un maximum et surtout rendez-vous sur Apple Podcast pour laisser 5 étoiles. Allez, je vous laisse avec Léa et vous souhaite une très bonne écoute. Hello Léa. Hello Sarah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de t'avoir dans Caféine aujourd'hui. Moi aussi, je suis très contente. Je me suis fait un petit café. Je suis en pleine installation. Tout va bien. Je suis prête. Parfait. Alors Léa, tu es cofondatrice de Maison Acacia, qui est une maison d'hôte située à La Ciotat, que tu as ouvert avec Thomas, qui est ton conjoint. Exactement. Alors tu as, je pense, réalisé le rêve de beaucoup de Parisiens, c'est-à-dire que vous avez décidé il y a 4 ans maintenant de quitter Paris et de partir en famille dans le sud, ouvrir votre propre chambre d'hôte. C'est ça, on a tout décidé ensemble en famille et ça y est, on y est. Rien qu'en le disant, ça me fait rêver, tu vois. Je comprends, surtout cette année, je comprends. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu faisais avant et comment est née cette idée de partir et d'ouvrir votre propre maison d'hôte avec Thomas ? Oui. Écoute, tout d'abord, je pense que Thomas et moi, nos parcours sont différents, mais nous ont tous les deux ramenés vraiment à ce projet. C'est comme si, même s'il y a 15 ans, on faisait des études très différentes et tout ça, tout ce qui s'est passé dans notre vie au fur et à mesure des années nous a amenés ici et c'était vraiment comme une évidence. En fait, Tom, il a une formation vraiment du do-it-yourself, du textile. Il a fait une école de mode, il a fait de la décoration, il a fait de la scénographie, de la mise en scène. Il a vraiment cet œil affûté sur les choses et sur il sait très 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 bien se projeter et visualiser les espaces et tout ça. Et moi, je suis d'un cursus qui s'appelle art appliqué. Donc, j'ai passé mon bac dans une filiale, comme tu dirais, sport-études. Moi, c'était art-études. Donc, j'avais toutes les techniques, la peinture, le design, la photo, plein d'art plastique et tout ça. Donc, j'étais très manuelle et très créative. Et en fait, après, je me suis spécialisée dans une école de photographie à Paris, parce que je voulais vraiment pousser ce domaine-là. C'est devenu mon métier après. On a tous les deux eu une vie un peu de voyage. On a vécu chacun de notre côté à New York pour pousser un peu les barrières de ce qu'on avait appris en se formant sur des stages et des métiers qu'on a commencé là-bas. Et en fait, on a au fil des années du coup acquis toute ce sens de l'esthétisme, des détails, des finitions, de la décoration et en fait quand on s'est mis ensemble, là on va fêter nos 10 ans, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense que tout de suite on a su que à nos 4 mains, il fallait faire quelque chose. Donc on a brodé au début, donc on a créé une petite marque de coussins avec mes photos imprimées sur du lin. Donc Tom maîtrisait bien sûr la partie textile et production et moi je maîtrisais la partie image. Ouais. Et en fait, chaque année, c'est comme si on avait agrandi
agrandi nos ambitions. Donc il y a eu les coussins. Ensuite, on a monté ensemble tout un contenu d'images et de tutos pour Internet et pour des chaînes comme le L, comme M6 et tout ça. On a produit des choses qu'on faisait nous-mêmes. Et donc moi je filmais, Tom il bricolait. Donc en fait chaque année on a essayé un peu d'évoluer dans un parcours à deux en binôme avec des qualités complémentaires et qui nous ont amenés jusqu'ici à La Ciotat. Alors entre-temps bien sûr il y a eu notre premier gros projet qui est un peu dans la trame de cette maison Acacia, c'est le petit café qu'on avait à Saint-Ouen. Ouais. Donc ça a été le premier lieu public qu'on a eu. Donc c'est un petit café que j'avais acheté dans les Puces en face du marché Dauphine. Et j'ai acheté un ancien stand, donc un tout petit espace. Et j'ai dit à Tom, moi je rêve d'un petit café à la new-yorkaise, comme on voit même à Brooklyn où tu viens, ça sent bon le café, tu te poses avec un ordi, il y a une bonne musique. Enfin j'avais un peu ce fantasme et on a réussi à nous deux à ouvrir ce lieu. Sans personne, moi j'ai fait une formation barista bien sûr et Tom s'est occupé de toute la partie déco, technique et tout ça. Et en fait en quelques mois on a ouvert ce lieu et ça a été d'une part franchement je le dis modestement, mais ça a été vraiment un petit succès à Saint-Ouen parce que c'est un lieu qui n'existait pas et qui avait totalement sa place dans le côté hybride de Saint-Ouen où tous ces jeunes qui viennent y vivre et tout ça ont envie d'un petit endroit pour se poser. Et ça a été aussi la révélation pour nous de découvrir que on aimait s'occuper des gens. Après tout ce qu'on avait fait toutes ces années de créatif et tout, on a découvert que Tom et moi, ce qu'on aimait, c'était ça, recevoir des gens, leur faire une part de notre expérience, de notre lifestyle, de leur faire un petit moment de bonheur quoi. Et c'est devenu vraiment dans nos principes, dans nos valeurs, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité et tout, un truc qui a pris une place hyper importante et qui n'a fait qu'évoluer jusqu'à présent, parce que entre-temps, donc après 2 ans d'exploitation de FLI, on a quitté Paris et ça je pense qu'on reviendra sur ça, mais ça a été le grand départ et après il y a eu la Pinède, puis aujourd'hui Maison Acacia, tout a été comme l'évolution logique de nos projets. Et finalement, assez vite, vous vous êtes rendu compte que vous vouliez travailler à deux, mais lancer aussi des projets à deux. Donc, devenir vraiment entrepreneur avec votre petit café, c'était votre premier projet entrepreneurial. Totalement. On a tout de suite compris que on était un binôme, un couple avant tout, mais aussi un binôme, et que on avait des qualités totalement complémentaires, et que avec nos 4 mains vraiment, on pouvait faire plein de métiers, un peu de com, un peu de presse. Moi, je m'occupe vraiment de ça pour le projet Maison Acacia, et je considère que je dois le faire bien d'une certaine manière parce qu'on a plein de couvertures presse, on fait plein de jolis projets aussi avec notre communauté Instagram et tout. Donc ça, j'ai appris sur le terrain, mais voilà, maintenant je le maîtrise de plus en plus. Les photos, évidemment, c'est ma formation, donc c'est vrai que tout le contenu photo de nos projets, je le réalise et il est d'une certaine manière de qualité parce que forcément j'ai l'œil et tout ça. Tom, lui, j'ai l'impression qu'avec lui tout est possible. Je lui dis écoute, là il faut que tu me montes le mur de cette couleur demain, il faut qu'il soit avec lui, c'est incroyable dans la vie comme dans le perso comme dans le pro, tout est possible, il n'a peur de rien. C'est un atout majeur dans cette équipe parce qu'avec lui, mais il n'y a pas de limite, il y en a pas en fait. C'est incroyable sa force de se réinventer, de se sortir de sa zone de confort et tout. Mais c'est oui vraiment... parce il faut juste remettre dans le contexte. Thomas est décorateur. Totalement. C'est sa formation en fait. Enfin c'est ce qu'il faisait. Il était même chroniqueur sur Teva. Absolument, il avait été repéré par la chaîne et il avait forcément gravi aussi un peu les échelons parce que au tout début il était juste manutentionnaire sur l'émission et tout ça, et puis vraiment petit à petit il s'est mis à faire des choses, à bricoler et tout parce que il est décorateur, c'est un fait. La décoration, c'est dans son ADN et tout ça, mais il est totalement bricoleur en fait. C'est pour ça qu'il est aussi bon décorateur, je pense, parce que il fait tout lui-même et tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a dans sa tête, il sait qu'il peut le réaliser. Enfin, il a pas cette frustration de quelqu'un qui dit ça j'aimerais bien faire ça sur ma terrasse, mais moi je suis pas capable de le faire. Donc parfois les gens ils sont
ils sont limités par parfois un budget, parfois de la technicité, parfois des choses qu'ils maîtrisent pas. Et avec Tom, en fait, ce côté bricoleur et décorateur et bien sûr upcycler, donc c'est un mot qui définit le fait que tout peut être transformé avec lui. Une simple jarre deviendrait, enfin, il a vraiment ce côté de revisiter les objets parfois, et qui du coup est un atout dans nos projets parce que on a plein d'objets détournés dans la maison qui forcément nous coûtent moins cher et sont plus faciles à incorporer dans des décors dès lors que c'est des objets du quotidien ou des objets plus ou moins anodins pour certaines personnes. Lui, il va les transformer en quelque chose d'incroyable, comme dans la maison Acacia, ces chapeaux mexicains qu'on a trouvés grâce à un artisan mexicain qui sont devenus un lustre incroyable. Bah ça c'est typiquement Tom, voilà, c'est grâce à ça que. Et puis après moi je les mets bien en scène, je les photographie bien, donc on communique dessus. Et puis la maison, enfin il y a toute une complémentarité entre nous qui rend les choses super quoi. Donc vous décidez de quitter votre café. C'est ça. Pour aller vivre dans le sud. Alors, quel rapport vous aviez au sud? Pourquoi la maison d'hôte? Est-ce que c'était naturel finalement après le café? C'était l'évolution naturelle. D'ailleurs, quand je reprends le tout premier article auquel j'ai répondu dans Fli, c'était aujourd'hui Fli c'est un café, mais pourquoi pas un jour une chambre d'hôte, un restaurant, un hôtel. Et je trouve ça drôle parce que ça fait 5 ans et c'est exactement la suite logique qu'on rêvait de faire. Et en fait, on a quitté Paris. Déjà, on adore Paris. On n'a pas du tout quitté Paris en mode on n'en peut plus. Bon. Peut-être qu'aujourd'hui, cette année, l'année dernière, avec tout ce qui s'est passé, on aurait ce discours, mais c'était pas le cas au moment où on est parti. On adorait Paris, mais on avait vraiment envie d'espace. On avait envie de se challenger, on avait envie de vivre un peu une vie d'aventure, et comme si c'était un peu un voyage, de partir, d'emmener. Java, notre première fille, était déjà née, donc il y avait aussi cette dimension familiale. On avait envie de lui offrir une vie la plus agréable possible. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est senti un peu limité à Saint-Ouen par l'espace. Déjà, Fli, c'était tout petit, donc je pouvais pas faire plus. Vraiment, j'ai tiré de tous les côtés. Tom m'a optimisé cet endroit, mais la réalité, c'est que c'était tout petit. Et nous, on avait envie d'espace, on avait envie de lumière, on avait envie de qualité de vie aussi. On va pas le renier. Et puis, il y a les parents de Tom qui vivent pas loin de Marseille, donc c'était aussi un point d'attache parce que c'est quand même important quand on change de vie d'avoir des petits repères. Sinon, c'est vraiment, ça bouscule beaucoup. Donc, on est tombé sous le charme de Marseille aussi. C'est vrai qu'un été, quand le premier été on a eu Java, on y est allé. Et on a passé la journée là-bas et on s'est dit mais il y a des gens qui vivent toute l'année dans une ville comme ça ou au bord de la mer et tout, ça doit être fou. Et en fait vraiment sur un pseudo coup de tête, on s'est dit mais nous aussi on veut vivre comme ça, on veut cette douceur cette qualité de vie et tout ça. Et en fait en 6 mois on avait vendu notre appart, vendu Fli, fait nos cartons et trouvé surtout la maison qui a été donc notre projet La Pinède pendant 3 ans et on est parti sans se retourner. Ça a été un coup de tête de 6 mois, quoi. Vraiment, ça a été un changement de vie assez rapide. On s'était dit ce jour-là, d'ailleurs, en étant à Marseille, on fera ça dans 2-3 ans, le temps de trouver une maison, de se motiver. Et en fait, ce qui a penché dans la bascule, c'est qu'on a vite trouvé la maison idéale pour nous. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on va pas repousser ça à 3 ans par principe. Maintenant qu'on a trouvé cette maison, on y va et c'est parti, quoi. Donc c'est là qu'a commencé le projet La Pinède et c'est là que notre vie du Sud, ça a été le jour d'avant, le jour d'après, quoi. On a tout changé en 6 mois. Et est-ce que vous avez passé une formation pour ouvrir justement La Pinède qui était, juste pour rappeler, pareil, le contexte, c'était une chambre en fait à côté de votre maison. Donc, c'était complètement indépendant. Une guest house de l'autre côté de la piscine dans notre maison qui faisait la taille d'un studio de 36 mètres carrés, tout équipé avec une jolie terrasse qui était privée et c'était comme une annexe en fait de notre maison à nous. Et pour répondre à ta question, non, on n'a pas passé de formation. Moi, j'avais déjà celle de barista et je considérais que pour le service du petit déjeuner, toute la partie alimentaire, c'était suffisant. On avait l'expérience de Fli, donc de l'expérience de pas d'hôtellerie mais un peu de restauration, donc on se sentait capable d'accueillir des clients, d'avoir cette constance, cette bienveillance, cet accueil en fait chaleureux et humain pour recevoir des personnes dans notre maison. Et Tom avait toute cette capacité justement à bricoler, à supporter tous
tous les petits aléas d'une maison que représentait cette maison, parce qu'elle était forcément, elle avait un terrain, on avait une piscine, enfin il y avait des choses quand même qui engageaient une certaine responsabilité de bricolage et de petits travaux constants, hein, on va pas se mentir. Et du coup, avec nos deux atouts, et en plus moi les photos qui promettaient une jolie page Instagram et une jolie couverture presse pour mener le projet au-delà de notre communauté et de nos amis et de notre entourage, on voulait vraiment que ce soit le plus parlant possible et que la diffusion soit grande. Et du coup, on a considéré qu'avec tous nos petits atouts, on pouvait mener ce projet sans passer par une formation réelle. Ouais. Après, je t'avoue que ça a été du premier jour où on a eu des clients jusqu'au dernier, un constant apprentissage. On a appris ce métier jour après jour, et je pense qu'on n'était pas du tout aussi bon au tout début que la dernière semaine où on avait rodé notre projet, et que je pense que là, la formation, ça a été plutôt le terrain, quoi. On a appris sur le terrain, et on est très heureux d'avoir fait de cette vocation aujourd'hui un vrai métier, quoi. Qu'est-ce que vous avez appris ? On a appris le travail, le vrai travail. Quand on a appris qu'entrepreneur, c'est pas rose tous les jours. C'est une réalité. Donc c'est un projet, c'est le nôtre. Donc en fait, personne d'autre n'en est responsable. Donc la responsabilité, elle est entièrement portée sur nous. On a appris la constance, parce que je considère que pour recevoir des gens 300 jours par an dans sa maison, et leur offrir une expérience, leur offrir une qualité de service et un joli moment, comme promis sur par exemple nos réseaux sociaux qui c'est vrai étaient très soignés à l'époque. On voulait absolument que ce soit à la hauteur de ce qu'on promettait. On a appris à se surpasser, à parfois même s'oublier un peu parce que la maison d'hôte prenait plus de temps qu'on pensait. On a appris le métier de restaurateur, le métier d'hôtelier. On a appris plusieurs métiers en même temps, même s'il y avait qu'une chambre, c'était quand même des clients tous les jours, toute l'année pratiquement. Donc forcément, il fallait tous les jours, toute l'année. Pratiquement, ouais. Finalement, pas forcément pendant les périodes estivales. C'était vraiment, ou pas uniquement les week-ends. Il y avait des non, parce qu'on a eu la chance de faire partie d'une mouvance, en fait, où Marseille est devenue un peu la destination branchée française, et que du coup, les gens avaient envie de visiter cette ville toute l'année. D'ailleurs, je recommande vraiment de la visiter en dehors de l'été, qui est pour moi pas le vrai Marseille, parce que c'est tellement intense, chaud, rempli de monde et tout. Moi, je considère que Marseille se visite beaucoup mieux, par exemple, en octobre ou en mars. Mais ça, c'est personnel, c'est mon avis. Mais c'est vrai qu'on a eu, du coup, cette amplitude de réservation qui nous a un peu dépassés. Et on a dû forcément s'aligner sur ça et être constant et offrir le même service toute l'année à des gens, le petit déjeuner qui soit de qualité tout le temps, qu'on se lève avant, que Java du coup qui était toujours un peu dans nos pattes, on la moule aussi, on moule notre style de vie aussi à ce lieu qui était notre maison avant tout, parce que recevoir des gens dans sa maison tous les jours, c'est challengeant, quoi. C'est vraiment ça, et du coup on a appris tout ça, mais c'est que du positif, parce que ça nous a donné l'ambition et la confiance en nous pour mener ce deuxième projet Maison Acacia, qui est à plus grande échelle, et ça nous a vachement conforté dans l'idée que c'était ce qu'on voulait faire. Alors justement, la Pinède, c'était une chambre, ça vous prenait déjà beaucoup de temps, oui. Et là vous avez décidé de quitter la Pinède pour ouvrir un lieu encore plus grand. C'est ça. C'était une volonté. Pourquoi est-ce que ouvrir un lieu plus grand ? Parce que ça vous plaisait déjà d'avoir une chambre, vous vouliez avoir un lieu vraiment à vous, une vraie maison d'hôte avec une maison qui serait finalement celle de vos invités et la vôtre ? Exactement. Nous, avec Tom, on s'est fixé des objectifs un peu par décennie. Là, on en a franchi 2, donc on a pris un peu d'avance, mais on avait vraiment envie que Fli devienne la Pinède, que la Pinède devienne Maison Acacia, qu'un jour Maison Acacia devienne un hôtel, parce qu'aujourd'hui on n'est pas encore dans le format hôtel, et dès lors qu'on n'a pas plus de 5 chambres. Okay. Et en fait, il y a eu une réalité personnelle aussi, c'est qu'on a eu une deuxième petite fille, India, qui est née cette année, et la Pinède de notre partie à nous était devenue, c'est un peu exigeant ce que je dis, mais elle était devenue un peu étroite parce qu'on n'avait pas de chambre pour elle, on n'avait pas de place supplémentaire, on pouvait pas agrandir la maison, et pourtant on a essayé avec des archis de trouver un moyen
d'agrandir la surface de la Pinède pour y rester parce qu'on était vraiment fous de cette maison. Et puis à un moment donné, on a eu envie de plus de clients, d'avoir une marge plus grande pour décorer, pour se réinventer, pour faire tourner la maison. Et c'est vrai que la Pinède, elle pouvait pas offrir plus qu'une chambre. C'était vraiment exploité à son maximum. Et on s'est mis à chercher. Là, pareil, on s'était laissé 2-3 ans. Finalement, ça a été plus rapide qu'on le pensait parce que à force de chercher dans les alentours, plutôt une maison avec un terrain, on avait des rêves un peu de ferme pédagogique, de maison avec un attrait très nature. Et en fait, à force de chercher dans les alentours de La Ciotat, on revenait toujours à La Ciotat. À chaque fois qu'on visitait une maison à 20-30 minutes d'ici, on revenait boire un café ici, on venait déjeuner, on se disait bon, quand même, c'est ici qu'on se sent bien, c'est un point d'ancrage à chaque fois. Et un jour, j'ai dit à Tom, mais en fait, c'est ici qu'il faut qu'on vive. On est trop heureux ici. On aime tout dans cette ville. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change par rapport à Marseille? Qu'est-ce que vous préfériez? C'est totalement différent, même si ça se veut. Enfin, on est voisins, hein, clairement. Marseille, c'est toujours à 25 minutes de chez nous. On y va au moins une fois par semaine. On se sent toujours un peu marseillais, même si on est très fiers d'être ciotadins. Mais il y avait ici en fait, ce jour-là dont je te parlais, où on a fantasmé un peu l'idée de vivre dans le sud. La première fois qu'on est allé à Marseille et qu'on s'est dit, oh là là, il y a vraiment des gens qui vivent ici et tout. Et ben, on avait des rêves de vie provençale. Et d'aller au marché, là je vais te sortir que des clichés, mais d'aller au marché, de marcher dans des rues piétonnes, d'aller à la mer toute seule à pied, de prendre mon vélo pour faire tout ce que j'ai besoin de faire et tout ça. Et en fait, Marseille ne nous a pas offert cette vie-là. Marseille nous a dépaysés, nous a gagné en lumière, en soleil, en style de vie, en Marseille en lui-même, parce que c'est une ville incroyable et j'ai adoré vivre là-bas. Mais avoir une vie provençale et vraiment se sentir vraiment dans un quartier qui est un peu comme un village, tout le monde se connaît et tout ça, on a vraiment découvert ici. C'est ici qu'on a enfin trouvé l'équilibre qu'on cherchait en quittant Paris. On a enfin trouvé la vie douce qu'on voulait. Parce que la ville de La Ciotat, qui est donc une ville, hein, je précise, a cette qualité de village aussi, parce que ce centre piéton historique, il est vraiment fait pour que tout le monde, c'est vraiment gai, tu vois, tout est près du port et tout ça. Moi, le port, c'est un lieu qui m'a toujours fascinée dans toutes les villes où je vais, donc que ce soit à Portland aux États-Unis ou à Amsterdam ou à San Francisco, il y a vraiment toujours ce truc dans les ports qui est authentique, il y a cette odeur, il y a les mouettes. Il y a un truc que j'adore dans les ports et là vivre. Donc un jour si tu viens nous voir, tu verras la maison. Oui, j'ai envie. Elle est à 2-3 numéros du port quoi. Et tu dis vivre comme ça, c'est la belle vie en fait. C'est pour moi en tout cas. Hein, et je suis très heureuse d'avoir fait ce choix et plutôt qu'une maison de campagne. Je pense qu'un jour ce sera notre vie aussi et voilà. Mais là on a à peine 30 ans, on avait envie quand même de continuer à vivre dans une ville où il y a une certaine énergie, où il y a, alors en ce moment c'est pas le cas, mais ça l'est habituellement, une belle programmation culturelle grâce à la Chaudronnerie qui est un lieu hyper intéressant à La Ciotat. T'as tous les spectacles, le théâtre. Il y a vraiment en plus dans cette ville qui est une ville où les Frères Lumière ont tourné les premières images qui existent. Donc ce départ de train, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça a été tourné ici. Et donc il y a ça, moi en tant que photographe, il y a cette histoire, il y a cette lumière, il y a cet esprit dans cette ville qui ne se ressent qu'en étant là. Je peux pas plus en dire, il faut venir, je pense, pour le découvrir. Mais vraiment, il y a quelque chose qui ici nous épanouit totalement et nous met en harmonie avec la vie qu'on voulait vivre. Alors, vous trouvez cette belle maison, vous décidez de la restaurer un petit peu. Est-ce qu'il y a eu des travaux? Absolument. Déjà, on trouve cette belle maison qui, on a la chance à l'époque, est exploitée comme une chambre d'hôte. Donc, elle nous permet de nous projeter parce que on peut discuter avec les propriétaires qui nous expliquent qu'ils vivent au-dessus, que les autres vivent en dessous. Ils nous mettent un peu ils nous rassurent en fait en nous disant ça existe. Nous, ça fait 10 ans qu'on exploite et tout ça. Donc très bien, donc adorable, ça se passe super bien avec eux. On sent vraiment que on leur plaît, qu'ils nous plaisent, on est dans un affect où ils ont envie que ce soit nous qui rachetons leur maison et nous on est fous de cette maison, donc tout est assez fluide dans la transition. C'est le Covid qui a un petit peu complexifié les choses, mais en tout cas le feeling avec eux a été formidable. Et puis là on réalise que eux n'ont pas notre âge et exploitent depuis 10 ans à la maison, donc forcément pas forcément les mêmes goûts, ni mieux ni moins bien, mais juste totalement différents.
Et du coup, on entreprend avec Tom, avant même d'avoir signé bien sûr la maison, on entreprend tous les rendez-vous, toute la réalité de ce qu'on va devoir faire, et qui bien sûr dépasse totalement nos capacités. Donc là, on a pris une équipe avec qui on travaille toujours sur tous nos projets, qui vient de Paris, et qui viennent voir la maison, qui nous donnent un peu l'amplitude de ce qu'il va falloir faire. Et puis on fait de la rénovation plutôt que des travaux. Donc c'est vraiment, on rénove la maison, on la dépoussière entre guillemets, non pas qu'elle soit sale, mais parce qu'elle est vivante depuis 10 ans et tout ça. Donc on a tout refait à neuf pour que ce soit nickel. On a déplacé pas mal de pièces parce que nous, contrairement aux gens qui vivaient avant, on voulait quand même qu'il y ait une salle de bain et une cuisine par chambre. Donc on fait tous ces petits travaux-là, et puis on se retrouve au mois de septembre à les entamer finalement pour 3 mois. Là, tu vois, ça vient de se terminer. L'équipe n'est plus là depuis 2 semaines. Donc on rentre quand même dans un tunnel de travaux qui dépasse là aussi un peu nos prévisions. Donc aussi bien financièrement qu'au niveau du temps, on va un petit peu plus loin que ce qu'on imaginait. Et puis on se met à faire des choses nous-mêmes du coup, parce que c'est souvent comme ça. Moi, j'ai India dans les pattes quand même depuis 7 mois. Donc là, ça y est, elle est gardée, mais jusqu'à la moitié des travaux, elle l'était pas. Donc là, ça devient quand même assez costaud. Ouais. Et puis là, on finit par la partie sympa, donc la déco, l'accessoirisation, la mise en place de tout ce qu'on a rêvé depuis toutes nos planches Pinterest qui deviennent réelles, tu vois, où tout se met en place et tout ça. Et là, et là s'ensuit la partie, donc moi là sympa, où je me mets à faire toutes les photos, à dévoiler un peu aux gens depuis 7 mois qui suivent l'acquisition de cette maison avec beaucoup de fidélité et de gentillesse. Je mets un peu à je réponds un peu à leur curiosité pour qu'ils commencent à voir la maison, pour que certaines personnes commencent à se projeter sur leur venue ici, tu vois. Et puis Ouais. Et je me demandais, parce que justement, comment est-ce que tu travailles, tu vois, tu parlais de projection financière, etc. Comment est-ce que tu travailles un business plan, on va dire, d'une chambre d'hôte? C'est-à-dire que tu vas, toi, identifier le coût des travaux, plus identifier combien de personnes vont venir, à quel moment, etc. Comment est-ce que tu exactement. arrives à savoir, tu vois, à quel moment ta maison sera pleine, tu vois Bien sûr. Alors ça, déjà, comme je te disais, la chance qu'on a eue, c'est que comme les gens d'avant nous exploitaient aussi en chambre d'hôte, Ouais, on s'est un peu appuyé sur leurs chiffres à eux. Et d'accord. ensuite, avec Tom, on a fait un travail un peu laborieux, mais vraiment nécessaire. On a fait une prévisualisation de nos réservations. Donc, on est allé à l'Office du tourisme et à la mairie demander l'afflux touristique en fonction des périodes, en fonction des événements qui sont programmés dans une ville, en fonction des événements alentours. Par exemple, il y a le circuit du Castellet qui est à 10 minutes d'ici. Ça, mine de rien, ça sollicite beaucoup les logements de la Ciotat. Il y a des salons nautiques parce que c'est une ville qui a une grande histoire avec les bateaux et tout, comme le port est très important ici, il y a toute cette partie-là. Il y a le chantier naval donc de la Ciotat qui génère énormément de monde dans certaines périodes qui d'habitude sont creuses pour certaines villes, mais par exemple novembre, décembre, janvier et tout, toute la réparation de bateaux qui a besoin de chambres. Donc en fait, Mhm. on fait ce qu'on appelle un prévisionnel, et on remplit des cases avec par mois, par jour, la prévision du taux de capacité qu'on va remplir. Alors après, Ouais. ça reste des prévisions, tu vois. Par exemple, l'année dernière, les gens qui avaient fait un prévisionnel, ils avaient peut-être pas imaginé qu'il y aurait une sorte de fin du monde avec le Covid et que tout ça serait mis en jeu, mais c'est vrai que c'est quand même pas anodin. Donc on fait des prévisionnels, on est très attentif sur la ville, sur son taux de remplissage, sur l'offre qui existe déjà, donc chambre d'hôte, hôtel, Airbnb et tout ça. Et en fait, c'est un travail un peu laborieux qui est long parce qu'on doit aller collecter des infos un peu partout. On a eu de la chance d'être énormément soutenus par la ville parce qu'ils ont aimé notre projet, on s'est bien entendu avec eux, donc ils nous ont donné accès à plein d'infos qui sont pas du tout confidentielles, mais ça a été du temps Mhm. pour eux de nous les fournir et tout, donc on était hyper contents de savoir qu'à telle période c'était très rempli, à telle période, et ils nous ont donné surtout le calendrier culturel, le calendrier événementiel de la Ciotat, et on a su, on a mois par mois du coup prévisionner ce qu'on allait remplir, sans bien sûr négliger que l'été ça reste un lieu très touristique, c'est un peu une ville balnéaire, donc c'est vrai Ouais. que on n'avait pas de soucis pour l'été. Ce qu'il fallait
bien dans notre tête, ce dont on voulait être sûr, c'était que cette période-là, là en ce moment, novembre, décembre, janvier, février, ce soit pas creux, parce que on avait quand même eu un gros volume. Cette maison, elle représente des coûts et tout ça. On voulait pas travailler que 6 mois par an. On voulait que ce soit étalé sur toute l'année. Et ça répond très bien à la demande que le chantier naval propose voilà, et puis tous les événements qui ont lieu hors saison. Donc on est pour le coup beaucoup plus serein sur ça qu'on l'était à la Pinède, parce que la Pinède s'était accolée au parc des Calanques. Et c'est vrai qu'à ce moment, dans les périodes très hivernales de l'année, t'as moins envie de te prendre une petite chambre d'hôte au parc des Calanques. Alors qu'ici, à La Ciotat, en fait, toute l'année, t'es dans une ville dynamique, t'es dans un port qui, bon là, c'est pas le cas en ce moment, mais tu peux totalement te boire un café à 16h, même au mois de décembre sur le port et tout. T'as vraiment cette vie qui, toute l'année, est dynamique, et ça a été un point fort pour obtenir nos crédits et tout ça, quoi. Dans la réalité, c'est que c'est vrai, il a fallu convaincre des banquiers dans une année très compliquée, et ça a été notre atout de leur dire, mais nous, vous inquiétez pas, on va remplir toute l'année cette maison, on y croit. Et souvent, on pense aux chambres d'hôtes comme une vie idyllique. Voilà, on vit finalement sur notre lieu de travail, etc. Mais on pense un peu moins aux mauvais côtés. Et en gros, moi, les mauvais côtés, c'est vrai que je me dis, ok, donc t'as une chambre d'hôte, c'est génial. Mais d'une part, tu dois te lever tous les matins pour faire les petits-déj. Et deuxièmement, tu travailles finalement pendant que les gens sont en vacances. Absolument. Est-ce que pour vous, comment est-ce que vous le vivez ? Parce que justement, en plus, vous avez des enfants. Donc, comment est-ce que vous allez vous organiser pendant les vacances scolaires ? Parce que j'imagine que c'est là où il va y avoir quand même pas mal de réservations. Est-ce que ça vous fait peur ? Ça nous a fait peur dans un premier temps, parce que, comme je te disais, à la Pinède, on a été un peu débordés par les réservations et tout ça. Et on a appris de cette expérience-là. Et ici, à Maison Acacia, on a mis les choses en place différemment. Déjà, à la grande déception, je suis désolée de vous annoncer que nous ne servons pas les petits déjeuners, parce que la maison est sur le port, qu'elle offre un emplacement qui est idéal pour toutes les petites brasseries, les petits cafés sympas, la petite boulangerie et tout ça. La réalité, c'est que maintenant, on a 2 petites filles, que Tom et moi, on travaille tout seuls. On n'a pas d'aide à la maison, pas de personne. Donc, du coup, de temps en temps, un peu d'aide pour le ménage, bien sûr, quand ça déborde de partout. Mais on ne pouvait pas, techniquement, servir des petits déjeuners à 10 personnes le matin avec Java et India, qui une va chez la nounou, l'autre va à l'école. Enfin, la réalité, c'était impossible. On s'est retourné la question 10 000 fois. On a dit, on va trancher, on ne sert pas les petits déjeuners. Du coup, la chambre est un petit peu moins chère. Et on recommande de façon très précise ou prendre le bon café ou prendre le bon croissant. Ça a été un moyen de détourner ce problème qui, quand même, était un vrai problème. Ouais. Ensuite, avec Tom, on a appris à vivre autrement. Maintenant que Java est à l'école, forcément, on est régi par les vacances scolaires, et India bientôt aussi sera régie par ces vacances-là. Donc forcément, on est dans une réalité de date où on est obligé de prendre des vacances un petit peu en dehors de ces périodes-là. L'été, c'est encore un autre sujet, parce qu'il y a quand même une partie de l'été où on réussit à partir et qu'on laisse la maison en autonomie. Donc il y a tout ce système qui est assez hybride, mais où les gens peuvent rentrer tout seuls dans la maison, rentrer tout seuls dans leur chambre grâce à des boîtiers à code et une entrée autonome, tout en sachant que là, le but, c'est de trouver quelqu'un sur place qui soit de confiance et qui puisse intervenir si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit techniquement ou peu importe, quand on n'est pas là. Donc on arrive quand même à se trouver des moments pour partir en vacances, pour se trouver des moments ensemble. Déjà, on vit dans une ville qui offre quand même une grande qualité de vie, donc on a peut-être moins besoin de partir à l'autre bout du monde et de mer et de soleil, parce que c'est vrai que c'est notre quotidien. On a beaucoup de chance. Et puis on arrive à partir, à se trouver des moments et tout ça, tout en étant impliqué dans notre projet. Quand tu me dis il y a le rêve d'avoir une chambre d'hôte, et il y a la réalité, bien sûr, il y a la réalité, c'est que ça reste un endroit, les gens parfois ils oublient, mais ils arrivent chez nous, dans notre maison, dans notre plus grande intimité. Je sais pas si tu te rends compte que chez toi, dans ton salon, dans ta pièce à vivre et tout ça, parfois tu peux croiser quelqu'un qui t'est totalement inconnu. Donc la maison est faite de telle manière que nous on vit quand même vraiment au-dessus. Donc dès lors qu'on est dans notre partie, on ne croise pas Pierre, Paul ou Jacques en serviette qui va dans le patio boire un petit coup, mais on a quand même en bas un lieu commun, tout un espace commun dans la maison où on croise les gens et on les croise. Donc il y a des gens qui sont d'une gentillesse infinie, tellement heureux de faire partie de notre aventure et tout ça. Après il y a des gens qui parfois ont des énergies, tu vois, qui sont un peu,
tu sais pas, parfois les gens ils sont déçus ou il y a quelque chose dans leurs énergies qui sont pas compatibles avec toi, mais ça c'est inexplicable. Donc ça il y a cette cohabitation qui est constante du coup et qui parfois bon bah c'est moins agréable, parfois c'est moins fluide en tout cas. Et ça c'est notre quotidien. Après il y a la nuisance en fait. Nous on vit avec 2 petites filles, mais parfois il y a des gens qui arrivent aussi avec des enfants. En fait on peut aussi parfois se déranger les uns les autres. Tu vois, nos enfants parfois elles font un peu de bruit et on est stressé qu'elles embêtent. En fait, normalement, chez toi, c'est l'endroit justement où tu penses que tu peux tout faire, où tu peux faire ce que tu veux, mettre la musique, marcher avec tes talons et tout ça. Bah en fait, nous, notre quotidien, c'est plutôt l'inverse. C'est chez nous, on doit faire attention, on doit respecter les codes de ceux qui vivent avec nous, de pas les embêter, de pas que Java India ait pas courir partout dans la maison pour des gens qui se reposent. On offre aussi une expérience, tu vois, de bien-être, de repos, d'un moment quand même agréable dans une maison et tout ça. Et en fait, on veut surtout pas les déranger, mais parfois c'est eux qui nous dérangent, tu vois. Il y a cette cohabitation qui doit être harmonieuse et qui est forcément parfois un peu challengée par des moments où nous on va pas faire attention, ou eux ou un peu moins. Et ce qui va être encore nouveau pour nous ici à Maison Acacia, à l'inverse de la Pinette où on n'avait qu'une typologie de clients par tu vois, un par un. Ici, il va y avoir possiblement 4 typologies de clients en même temps. Donc, parfois, une petite famille avec 2, 3 enfants. Parfois, un couple qui vient se reposer. Parfois, des gens un peu plus âgés qui veulent être tranquilles. Parfois, un mec qui voyage seul et qui, je sais pas, écoute la musique un peu fort dans sa chambre. En fait, ça, c'est tout le challenge de Maison Acacia, c'est d'harmoniser cette vie et de cohabiter, de faire cohabiter nos hôtes et de cohabiter avec eux. Donc ça, franchement, c'est la partie un peu dure au quotidien parce que le matin j'emmène Java à l'école, que parfois elle descend les escaliers trop vite et je suis là ah non 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 fais attention et puis voilà je veux que tout se passe bien, mais comme c'est chez moi mais c'est aussi chez eux pendant leur séjour, bah il y a ce côté-là qui est dur. Franchement c'est pas facile. Ouais, il faut composer avec tout le monde. C'est ça, il faut composer, mais en même temps, on a 99% du temps des gens qui sont ravis d'être là, qui suivent nos aventures, qui, pour certains, sont déjà venus à la Pinette, voire même dans notre café à Saint-Ouen. Donc, on a un visage qui nous est familier. La clientèle qui arrive depuis Airbnb, c'est souvent des gens, tu vois, les gens qui connaissent bien la plateforme, c'est des voyageurs qui ont l'habitude. Enfin, je te dis ça, 99% du temps, ça se passe bien. Mais il y a des moments où il y a cette pudeur qui s'installe dans ta propre maison et c'est du coup un peu décalé. Mais on a la chance de vivre au-dessus et d'avoir notre cocon à nous que personne ne peut auquel personne ne peut accéder. Mais c'est vrai que dans les parties communes et dans le bar, donc qui tend à être vraiment une pièce de vie au rez-de-chaussée plus le patio, on va vraiment cohabiter avec nos hôtes comme on cohabitait à la Pinède, voire même parfois on était limite, tous dans la piscine. c'était plus parce que la Pinède c'était votre maison avec votre piscine. C'est totalement. Ouais. Donc limite là vous avez votre espace fermé. C'est ça, on l'a, mais on a ici quelque chose qui est moins facile qu'à la Pinette, c'est la nuisance sonore. Vraiment, j'insiste sur ça parce que c'est un point qui nous tient à cœur à Tom et moi, c'est de pas déranger les gens qui dorment en dessous de la chambre de Java India, en dessous de notre salle de bain. Tu vois, la réalité, c'est ça, c'est que c'est pas juste nos voisins qu'on dérange, c'est nos clients. Donc, on veut faire attention. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et puis on promet toujours, moi je sais que je soigne beaucoup les réseaux sociaux et tout, je promets toujours un bon moment, un lieu de visuellement, esthétiquement et tout ça joli. Donc c'est aussi ça, c'est d'être fidèle à ça, à cette promesse et à cet engagement qu'on a pris en étant des hôtes quoi. Comment est-ce que vous vous organisez au quotidien? Est-ce que tu peux me raconter un peu ta journée type à Maison Acacia? Oui, bien sûr. Il y a rarement des journées qui se ressemblent. En fait, on est vraiment sur un quotidien très rythmé, qui peut vraiment changer d'une semaine à l'autre. Mais disons que il y a quand même des choses qui se ressemblent tous les jours. Donc le matin, c'est notre moment à nous. On est avec les enfants et tout ça. Elles sont déposées entre 8h30 et 9h. Et à partir de ce moment-là, ce temps, il est alloué à la maison. Donc on fait un tour, on regarde que tout aille bien en bas, on lance les machines, on fait les changements de chambre s'il y a eu des arrivées ou s'il y a des départs. En fait, on a un horaire de départ à midi, donc tu vois, de 9 à midi, on fait tout ce qui est dans les parties communes, le ménage, la partie vraiment entretien de la maison. Une fois que les clients partent, on peut entrer dans les chambres
quand ils partent définitivement, j'entends, on peut Ouais. entrer dans les chambres et refaire toute la chambre. Ça, c'est vous qui vous en occupez ou vous avez des équipes qui vous aident Les là-dessus? deux. On s'en occupe D'accord. 70% Tom et moi. Et quand on Ok. est un peu dépassé par le volume, et je pense l'été, tu vois, typiquement, Ouais. on a trouvé un couple formidable qui a envie enfin, dont c'est le métier et qui veut nous aider à faire ménage, réassort, Ouais, parce que blanchisserie et tout ça. c'est du boulot quand même. Si t'as 4 chambres, faire refaire tous les lits, C'est etc. ça. J'ai 4 chambres en bas et moi j'ai 4 chambres en haut. Donc la Ah nôtre, ouais, celle des filles c'est vrai et ça. Ouais. une chambre d'amis. Et elle est souvent pleine la chambre d'amis, crois-moi. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a 8 chambres à Il y a des entretenir. machines qui tournent chez vous. C'est ça, exactement. On a une blanchisserie à la maison. Donc ça, c'est la partie. On se consacre vraiment à la maison le matin jusqu'à midi. Ensuite, on fait les chambres. Et après, quand tout est nickel et qu'on est prêt à recevoir de nouveaux clients qui arrivent à peu près à 15h, donc ça nous laisse encore un petit peu de temps. Là, bien sûr, on déj, on se pose et tout ça. Et puis après, on se divise, Tom et moi. Alors lui, il faut savoir qu'il a pas que Maison Acacia dans sa vie. Donc il a des D'accord. projets de déco, un peu de stylisme et tout. Donc il est sur ses projets souvent l'après-midi. Ouais. Et moi, je m'occupe d'une partie que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est le digital. Donc la com, la presse, les RP, les événements, les privatisations et tout ça. Et ça me prend quotidiennement du temps parce qu'il y a toujours quelque chose à gérer, toujours quelque chose à organiser, une journaliste à répondre, un événement à prévoir, une privatisation, une collaboration. On fait plein de choses avec plein de gens super Ouais. et j'ai envie d'être fidèle et constante avec eux et tout ça. Donc c'est du travail quotidien. Après, bien sûr, Instagram, c'est un outil majeur dans notre projet et j'y passe au moins 1 heure par jour à préparer mes posts pour le lendemain, à produire du contenu qui soit de qualité, à prévoir des concours, à prévoir des stories, montrer des choses sur la Ciotat, montrer des choses sur la maison, parfois même un tuto avec Tom ou une recette. Enfin, j'essaye de produire quotidiennement du contenu pour alimenter, faire on a tellement une communauté bienveillante que ça me donne envie aussi pour eux de le faire parce que les gens on nous envoie des super retours, nous soutiennent vraiment et tout. Donc j'ai envie pour eux d'être un peu en contact avec tous ces gens tous les jours parce que sans eux ça existe pas ce projet. Donc voilà. Et puis après il y a toute une partie de notre temps qui s'appelle les galères. Donc les galères, c'est remonter un truc qui est cassé, aller là ce matin c'est la galère maximum, mais on est allé à l'Estac dans un container qu'on a pour chercher des nouveaux meubles pour la partie en bas, le salon commun, aller chez un fournisseur récupérer des bougies, aller récupérer des savons, on fait beaucoup de petites choses comme on fait tout nous-mêmes, qui mettent vraiment, qui bousculent parfois notre quotidien et tout ça. Et ça, pratiquement quotidiennement aussi, on a des missions, ou pas pour certaines des galères à faire. Et puis après, on récupère les filles. Et là, tout s'arrête parce que vraiment, je tiens absolument à leur donner du temps et être, tu vois, remettre la casquette maman à 100%. Et là, vraiment, il y a plus de téléphone, il y a plus d'ordi, il y a plus il y a les clients s'ils ont besoin de moi, mais c'est pas souvent le cas vers 17h30. Ils ont plus besoin de nous le matin pour un conseil, pour aller se balader ou quoi. Et là, je les récupère et jusqu'à ce qu'elles se couchent, c'est mon temps avec elles. Et dans la maison, on se balade, on va faire Java, elle est obsédée par le port, donc tous les jours pratiquement, on va sur le port. Là, pour Noël, elle a la canne à pêche qui va arriver. Je pense que je suis vouée à aller sur le port tous les jours de toute l'année. Mais c'est vrai que après, là, je remets la casquette maman et c'est ce qui compte le plus, quoi. Ouais, et t'arrives à lier les deux. Voilà. Et après, il y a un autre point parce que c'est quand même pas négligeable, c'est nous, c'est notre couple, parce qu'on est des entrepreneurs, des boss, enfin on bosse ensemble et tout ça, des parents, mais on est aussi des amoureux. Et du coup, c'est vrai qu'après, on essaye de dîner toujours ensemble, de plus trop parler du projet, Ça doit être dur, ça. Ouais, c'est dur, surtout dans le début là, parce qu'il y a plein de choses à penser, à faire et tout, mais on essaye. Là cette année, on a été un peu challengé par le confinement, parce que ça met les couples et tout le monde un peu dans des réalités, tout ça. Donc, mais on a vraiment surmonter ça. Et du coup là, c'est vrai qu'on sort pas dîner, on se fait pas des petits apéros et tout parce qu'on peut pas. Mais je pense que dans un deuxième temps, ce serait un peu l'idée, ce serait de découvrir aussi la Ciotat en tant qu'habitant de la Ciotat, donc pas seulement en tant qu'entrepreneur d'ici, et de tester les petites adresses sympas. Tu vois, comme on peut tout faire à pied en plus, je trouve ça super de sortir dîner au bout du port et d'aller tester les petits poissons, les petits restos du coin.
Il me manque plus qu'à trouver une super babysitter si jamais il y en a une qui m'entend. Mais non, mais voilà, on n'oublie pas non plus d'être un couple, de se poser, de pas parler que du projet, de rigoler, de regarder un film, la vie normale, quoi. Et c'est vrai que du coup, on a plusieurs dans la journée, c'est découpé, quoi. Il y a le duo de travail, le duo de couple, le duo de parents, et on essaye d'harmoniser tout ça. Ça fonctionne, je sais pas, 90% du temps, mais parfois ça déborde l'un l'autre, les enfants. Tu vois, il y a tout, quoi. Ouais, ça se passe son bol, quoi, mais ça fonctionne. Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous partager? Une anecdote, oui, bah c'est vrai que en résonance avec tout ça, l'anecdote ça a été que finalement bah on a emménagé ici, ça a été un gros challenge, c'est une grande maison et c'est vrai que ça a été costaud de recevoir tous nos cartons, tout notre emménagement, tout le volume de cette maison, de l'habiter alors qu'on la connaissait pas bien et en plus de n'habiter que dans une partie parce que l'autre c'est pas chez nous, on considère vraiment que c'est notre lieu de travail. Et vraiment le jour où on a reçu les cartons pour l'anecdote, moi ça m'a un peu angoissée, quoi. Je me suis dit purée, on a tellement de choses et cette maison elle est tellement grande et India elle est tellement petite et comment on va faire pour surmonter tout ça. Et on a commandé vraiment là le cliché, on a commandé un truc à manger chinois, tu vois, à peine chaud et tout. On a dîné sur un carton retourné et j'ai regardé Java et je m'étais dit mais mes enfants elles vont être trop angoissées par cette période, elles vont mal le vivre et tout. Et j'ai regardé Java et j'ai eu l'impression vraiment que elle pour le coup elle vivait sa meilleure vie. Elle était dans un salon immense, très grand, toute seule avec nous, on mangeait ce qu'elle aime et tout. Et je me suis dit, bah en fait, je m'angoisse. C'est pas mes enfants qui sont stressés, c'est moi. Ouais. Et si elle le vit comme ça, sa sœur, ce sera sûrement pareil parce que de toute façon, du moment qu'elle est avec moi, elle est contente. Et du coup, ça m'a un peu détendue. Et si ça peut donner confiance à des petites familles qui veulent se lancer, c'est vrai que en fait, au bout d'un moment, on revient toujours à l'essentiel, de se dire ok, ce projet, c'est ce projet, mais ma famille, c'est avant tout ma famille et c'est très important. Et ce soir-là, vraiment, je me suis dit ok, si elle le vit bien, je vais le vivre bien et on va surmonter ça parce qu'on était vraiment en bas de la montagne ce soir-là. Il y avait tous les cartons empilés, c'était vraiment chaos chez nous. Et puis je me suis dit ok, c'est bon, ça va le faire, on va y arriver, ça va être dur, mais ça va le faire parce qu'on est ensemble et que ça ira, quoi. Tous les quatre, il y aura rien d'insurmontable. Donc ouais, non, mais c'est vrai que il a fallu se challenger en famille. J'avais peur et tout que les filles le vivent mal, qu'elles changent de repère, de maison. On les a quand même trimballées tout l'été sans maison parce qu'on a vendu la Pinède au début de l'été et on a emménagé à Maison Acacia au mois de septembre. Donc je te laisse imaginer qu'il y a eu une période où on était complètement itinérants avec nos valises, nos enfants. India, elle est née pendant cette période. Et du coup, c'était vraiment... J'ai eu peur à un moment que ça le fasse pas parce que je me suis dit, je vais les traumatiser, mes filles. Java, elle va rechanger d'école. Il y a eu le confinement. C'est une année pour les enfants qui est compliquée. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est moi c'est compliqué pour moi, pas pour mes filles. Et c'est là que j'ai réussi à faire un transfert positif sur Java en me disant, ok, si elle le vit bien, je peux le vivre bien. Et on a eu un truc on s'est renvoyé un peu des émotions et du coup, ça a fonctionné de la bonne manière, quoi. J'étais contente. Et qu'est-ce que tu préfères le plus aujourd'hui dans ce que tu fais? La liberté. La liberté même si on est attaché à cette maison par le fait d'y recevoir des clients, donc on doit y être quand même une grosse partie de la journée et de l'année, je me sens quand même très libre. Je me sens libre de la façon dont je reçois ce monde, de la façon dont je mène ce projet. Je me sens libre de sans attache, tu vois, d'être entrepreneur. C'est une liberté. C'est aussi une réalité parfois difficile, mais c'est une liberté aussi. Je me sens libre de la meubler comme je veux parce qu'en plus, au fil des années, on a une communauté qui nous fait confiance sur ce qu'on fait, sur ce qu'on entreprend. Et ça nous a donné cette liberté à Tom et moi parce que, tu vois, je te racontais nos journées, mais il y a des journées aussi où on se la coule douce, on n'a rien l'après, mais du coup, on va en vélo à la plage et tout ça, c'est une forme de liberté, surtout dans l'année dans laquelle on a monté ce projet où on nous a privés de toutes nos libertés, enfin de 90% de nos libertés. Bah, du coup, nous, on se sent libre ici. On se sent libre parce que cette ville, elle nous offre une belle qualité de vie et ce projet nous offre aussi une liberté de sur un coup de tête de partir parce qu'on doit aller chercher des meubles au Mexique comme en février, on est parti, de revenir, de mener notre journée comme on l'entend, même si elle représente des responsabilités, bah c'est à moi d'organiser ma journée et tout ça c'est une forme de liberté et
je suis enfin très très ancrée dans cette maison et je me sens vraiment bien ici, quoi. Et oui, parce que quand tu parles de ta maison, c'est vrai que, enfin, il faut aller voir sur Internet, mais c'est très très joli. Vous avez un goût très prononcé pour la déco. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que des gens vous appellent pour décorer leur chambre d'hôte? Leur chambre d'hôte, oui, une Ou fois. leur resto, ou tu vois, un lieu. Alors totalement, resto, café. Tom a fait des projets comme ça, Ouais, parfois même des boutiques aussi et des intérieurs, ça arrive. Tom il reçoit des demandes. d'accord. Oui, ça nous est déjà arrivé que nos décos qui sont donc je le rappelle souvent artisanales Mhm, et chinées, mais tout à fait abordables pour la plupart des choses mhm, qui sont dans la maison. Ça inspire forcément les gens parce qu'ils se disent, moi, je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que la déco c'est pas abordable, que mhm. avoir une jolie C'est déco vrai. ça engendre forcément des frais, des choses et tout. Et ben nous vraiment, même si parfois on s'offre une belle pièce, je te parle de 300 euros maximum sur un luminaire ou un Mhm, fauteuil, on a vraiment cette ligne de directrice d'avoir des choses abordables, recyclées, upcyclées comme fait Tom, ouais. Après, et vous êtes beaucoup de très fort choses. quand même, hein. Enfin, je tiens à préciser C'est quand même que sympa. non mais pour la petite anecdote, quand on était pendant le confinement, donc moi j'étais dans mon appart à Paris D'accord. et avec mon mec on se disait bah tiens pendant ce temps-là, enfin voilà, pendant qu'on est dans notre appart à Paris, et ben il y a bon à l'époque c'était la Pinède, et ben la Pinède est en train de construire une cuisine en bois pour Java. C'est vrai que Exactement. c'était mon métier des tutos et c'était génial quoi, mais c'est vrai que c'est incroyable. Oui, oui, on C'est adore faire ça. On faisait beaucoup pour la télé avant, donc c'est vrai que c'est un peu dans notre ADN les tutos. mm, Et comme je te disais au tout début, Tom, il a vraiment cet aspect avec lui. J'ai l'impression que tout est possible et c'est ce que je lui ai dit, tu vois, à notre discours de mariage pour tout te dire. Je lui ai dit, voilà, à la vie avec toi, tout est possible. Donc c'est vrai que dans notre maison aussi, c'est le cas. Alors bien sûr, je lui demande pas de me monter une crédence en marbre et de faire des choses pas possibles, mais tout ce qui est voilà avec les matières que lui il utilise très bien, donc le bois, toutes les matières naturelles, il a vraiment cette capacité à nous construire une banquette pour l'extérieur, mm. une terrasse, une verrière, enfin tout est comme ça et c'est vrai que on a de la chance d'être un bon binôme parce que on a les mêmes goûts et oui, donc pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il y a des gens parfois qui nous sollicitent alors quotidiennement, hein, honnêtement, pour des références de ce qu'on propose. Donc, D'accord. une crédence de cuisine, un parquet, notre canapé qui a fait beaucoup de bruit alors que c'est un Ikea, je précise, hein, que nous avons pimpé avec des housses qui sont faites sur mesure, mais le canapé est un Ikea. Donc voilà, nous, on est Leroy Merlin, Ikea, Alinéa, tout ça, on n'a pas peur d'aller chercher des choses dans la grande distribution parce qu'on les mélange avec audace, avec des choses qu'on rapporte beaucoup de nos voyages, donc d'Amérique du Sud, du Maroc, du Mexique. On a fait des voyages assez ethniques depuis 10 ans et on a accumulé des choses et on les marie bien avec des objets de grande distrib et ça, du coup, ça leur donne. C'est comme si tu mets un jean totalement anodin mais une très belle chemise, tu vois ce que je veux dire, ça, C'est vrai. l'harmonie des deux fait que en fait il y a un truc qui se passe et du coup nous on considère que dans la déco c'est un peu manier un peu les objets pas forcément chers mais de les mettre en lumière avec des choses plus artisanales ou rapportées de voyage et des choses qu'on chine, on n'arrête pas, hein, on est tout le temps dans des brocantes, dans des vide-greniers, dans des Mm. Emmaüs, dans des Le Bon Coin, c'est notre enfin c'est mon site dans mes favoris, c'est le 1 donc c'est vrai qu'on n'a pas peur de ça mais du coup ça devient des galères, tu vois. Le week-end dernier, je voulais absolument pour le patio un ensemble de salon de jardin en fer forgé. On l'a trouvé sur Le Bon Coin, mais il a fallu aller le chercher, il a fallu le charger dans la voiture, les enfants dans le siège auto. Enfin voilà, notre vie c'est exactement ça. Mais après on est trop content d'avoir notre fer forgé qu'on doit entièrement retaper. Mais voilà, c'est beaucoup de magouilles, mais c'est beaucoup Mm. de joie aussi quoi. C'est quoi le meilleur conseil, tu vois, que tu donnerais à des gens qui voudraient se lancer? Bien le préparer, bien Oui, anticiper toutes si, les... si je devais donner un conseil, il y a des gens qui veulent se lancer sur un parcours comme ça, donc comme le nôtre, Mm. ce serait évidemment de rassembler, en fait même de les écrire, de rassembler tout ce qu'ils ont comme corde à leur arc, pour voir si à eux deux, si c'est un couple ou même deux Mhm. copines ou deux amis, pour voir si à eux deux, ils peuvent être autonomes, c'est-à-dire gérer les choses sans faire appel à des tierces personnes, bien sûr, parfois pour les travaux ou pour certains aspects, il faut, mais de se sentir en fait en confiance, d'avoir confiance en eux par leurs qualités, leurs atouts.
Bien sûr, ça, ce serait pour le montage du projet. Et s'ils viennent à bout du montage et qu'ils lancent un projet, là, la vraie qualité, je pense, c'est la bienveillance, parce que pour recevoir des gens chez soi, être souriant, être accueillant, être sincère en fait avec tous ces gens, il faut quand même beaucoup de bienveillance, il faut de la constance aussi, parce que les gens, ils veulent pouvoir être sûrs qu'ils viennent en mars ou en mai ou en septembre ou en novembre, être reçus de la même manière, avoir le même service qui est offert et tout ça. Et de la constance, de la bienveillance, forcément de la générosité, hein, parce que pas financière, mais de la générosité humaine, parce qu'en fait, partager un bout de sa maison avec des gens, c'est une forme de générosité, c'est les accueillir. Alors, bien sûr, ils payent, hein, donc tout ça n'est pas enfin sans retour, mais je veux dire de la générosité humaine, d'avoir vraiment ce truc d'accueillir les gens, d'être généreux avec eux, de leur donner tout ce qu'on peut leur donner et de leur faire vivre un joli moment, parce que on sait jamais en fait, les gens ils viennent chez nous, mais ça se trouve c'est pour se fiancer, pour recoller les morceaux, pour passer un moment merveilleux en famille et tout. En fait, ils arrivent avec leurs attentes, avec leurs espoirs de passer un bon moment, et on se doit de tout faire pour que ce soit le cas. Et ça, pour ça nécessite des qualités humaines quand même, d'une forme de gentillesse, quoi, de générosité et de bienveillance. Forcément. Et pour terminer, ma petite question fétiche, nouveauté 2021 du podcast, avec qui tu rêverais de prendre un café? Alors, je rêverais, c'est la minute émotion, mais je rêverais de prendre un café avec mon père, qui n'est plus là depuis 5 ans. Donc, depuis que j'ai commencé à mener tous mes projets, qui soit de FLI à la Pinède à ici, il est plus de ce monde. Donc, forcément, tout ce que je mène me ramène toujours à lui, à son avis, à les choses qu'il me dirait, les choses qu'il me conseillerait, surtout s'il validerait en fait cette nouvelle vie un peu itinérante, un peu bousculée d'être venu vivre ici. Il m'a légué forcément des origines méditerranéennes, et je pense elles m'ont amenée ici. J'ai toujours été très très attirée par ce coin de la France pour plein de raisons, mais je me suis toujours sentie très méditerranéenne grâce à nos origines. Et puis forcément, il m'a appris plein de choses, toutes les valeurs humaines dont je te parlais. Franchement, il me les a vraiment inculquées. Il était très exigeant. Il voulait toujours que j'aille au bout des choses, que je sois vraiment constante, appliquée et tout ça. Et je pense que grâce à ça, j'ai pu mener ces projets, parce que je me suis toujours rappelée de son exigence. Donc je l'ai appliquée. Je suis assez exigeante avec moi-même, avec nos projets. Tom, il colle totalement à ses valeurs. Et du coup, boire un café avec lui et lui raconter tout ça et tout, ce serait incroyable, tu vois. C'est vraiment son avis. Puis en tant que femme, la vie d'un père, c'est toujours important. Et ce serait, si je devais boire un café dans un rêve pas possible, ce serait avec lui pour lui parler de tous mes projets et savoir ce qu'il en pense surtout. Oh, je pense qu'il penserait que du positif. Y a pas Oui, bien sûr, bien sûr. Le jour où je leur ai dit, papa, je vais vivre à Marseille, je sais pas ce qu'il m'aurait dit. Mais non, mais voilà. Donc ce serait lui. Ok, super. Et alors, si on veut en savoir plus sur Maison Acacia, où est-ce qu'on va? Alors, on va sur notre site, donc www.maison-acacia.com, tout simplement, qui recense toutes les informations factuelles, donc les prix, les surfaces des chambres, les différentes chambres, donc les photos, en fonction de la typologie de client, si on est plutôt un couple, plutôt une famille, enfin bref, tout est expliqué pour faire un séjour un peu à la carte. Il y a aussi tous les services qu'on propose à la Maison Acacia, donc les privatisations, si on veut pendant notre séjour, je sais pas, faire appel à une masseuse ou programmer un enterrement de vie de jeune fille. Enfin bref, toutes les informations vraiment factuelles, elles sont sur notre site. Et puis après, tout le petit lifestyle, la façon dont on vit, dont on fait nos travaux, dont on fait nos galères et tout ça, ça c'est sur Instagram, parce qu'on est hyper transparent là-dessus. Je publie forcément que des jolies photos quand il fait beau, mais c'est pas toujours le cas, et ça je le montre assez en story, parce que on montre un peu du coup par les étapes par lesquelles on passe, par les réalités familiales, bien sûr sans rentrer dans l'intime, mais quand on emmène nos filles faire des missions avec nous et tout ça. Donc il y a toutes les choses un peu plus lifestyle, c'est sur Instagram, et surtout nos tutos parfois quand on en fait, ou quand on fait des collaborations ou des partenariats, et toute la partie vraiment informative, elle est sur notre site internet.
Et puis après, j'espère, dans un futur proche, on a en préparation quelques couvertures presse et tout. Je pense qu'après, on pourra aussi découvrir la maison à travers des articles et tout ça. Mais pour l'instant, c'est que via notre communauté, nos supports, qu'on peut découvrir les infos. Ok, très bien. Eh ben génial. Eh ben merci beaucoup Léa pour ton temps. Merci à toi. C'était très intéressant. Et puis j'invite tout le monde à se rendre au moins sur la page Instagram qui est très jolie, et puis aller rendre visite à Léa à la maison Acacia. Avec plaisir, ça y est, on a ouvert depuis le vrai déconfinement là, et on respecte bien tout. On arrive à cohabiter même dans cette période avec nos hôtes, et on espère des jours meilleurs pour recevoir les gens dans les meilleures conditions possibles, et surtout que eux profitent de la Ciotat pleinement avec les restos, les petits cafés, tout ça quoi. Ah oui, vivement que ça roule. Vivement, exactement. Super. Eh ben merci beaucoup Léa. Avec plaisir Sarah. Au revoir. Un grand merci à Léa d'avoir partagé son histoire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les projets de Léa et Maison Acacia, je vous ai mis toutes les infos dans les détails de l'épisode et sur le site caféinepodcast.fr. Si vous aimez Caféine et que vous souhaitez être alerté des prochains épisodes, alors abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, n'oubliez pas de partager le podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de m'aider à le faire grandir. Allez, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode.